Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport d'hiver, piste verte, épisode numéro 10, épisode un petit peu particulier. On n'a pas fait d'épisode depuis une grosse, quasiment 15 jours, hein. Sans parler des sports d'hiver, il y a eu Paris-Nice qui a été un gros moment sur la chaîne. Donc j'avais pas trop le temps, plus c'est paralympique en même temps, donc ça a été un petit peu compliqué à gérer tout ça. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Enfin, on va pas revenir sur les résultats à proprement parler. On va faire un petit point sur tous les classements généraux de Coupe du Monde, parce que si je fais un point sur les résultats, ça va être un peu long comme vidéo. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Vaguement, on va dire peut-être un peu plus vaguement que d'habitude. On fera un point sur les classements généraux des Coupes du Monde, d'un point du côté des globes. Et puis, on finira avec les championnats du monde de patinage de vitesse qui ont eu lieu pendant également cette interlude, on va dire, jeux paralympiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à réagir dans les commentaires, à mettre la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Puis à mettre un pouce bleu là également, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou non. Eh bien on commence tout de suite avec le biathlon pour commencer cette vidéo. Il reste encore un week-end de compétition du côté d'Oslo pour finir la saison, mais bon, le gros globe est déjà joué chez les garçons. Avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet, certainement devant Émilien Jacquelin, même s'il y aura encore match entre Émilien Jacquelin et Samuelsson et Christiansen. Ça se jouera entre les trois. Bon, Quentin Fillon-Maillet qui a dominé cette saison, surtout à partir de janvier, il a été exceptionnel, notamment sur la poursuite. Mais là, il a également fait des très bonnes mass start. Enfin voilà, il a été très très fort. Donc voilà, il reste encore trois compétitions, trois épreuves du côté des garçons pour finir cette année 2022 qui verra la retraite de Simon Détieux ce week-end, le coureur français, 10 ans au plus haut niveau, le compagnon de Célia Monnier qui avait déjà pris sa retraite il y a quelques années. Simon Détieux, je pense que il y a eu le moment où il a eu le dossard jaune. Et c'est vrai quand parce qu'Antonin Guigona fait des vidéos aujourd'hui sur YouTube, et je ne sais pas si vous le savez, sur le biathlon, et ça permet de voir un petit peu comment est le groupe, hein, tout simplement, comment vit le groupe, ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on avait vu Enfin, moi j'avais le sentiment à ce moment-là que c'était vraiment un réel et gros accomplissement pour Simon Détieux. L'année en plus n'a pas été forcément facile. Les Jeux Olympiques, je pense, sont quand même une déception pour lui parce que l'individuel a été compliqué, notamment pour Simon Détieux, et puis il n'y a pas la médaille individuelle. Donc je pense que ça a été une déception. Et puis... ouais, 10 ans au plus haut niveau quand même. Donc il y a une fatigue forcément, et il était un peu considéré comme le papa, je dirais presque, Simon Détieux, je dirais comme le petit vieux de cette équipe de France. J'avais un peu cette impression-là. Et il aura quand même marqué cette équipe de France. Quand il est arrivé en équipe de France, c'est vrai que c'était un moment où on arrivait très jeune, parce qu'il n'y avait pas forcément 6 mecs qui étaient capables d'être performants sur le haut niveau. Et puis il a connu cette progression encore du biathlon avec cette densité qui est arrivée derrière Martin Fourcade, et il a fait partie de cette grosse densité du biathlon français. Donc belle carrière de Simon Détieux. Voilà, ça a été un peu plus compliqué cette année, on va dire une chouille plus compliquée, mais il finit quand même 7ème de la Coupe du Monde, et il peut encore passer devant Tarier, peut-être devant Tarier-Beu, pour le classement de cette Coupe du Monde. Mais voilà, un petit peu triste par la retraite de Simon Détieux. Et puis on n'oublie pas également 15e place de Fabien Claude dans ce classement. Antonin Guigona est 21e. Et il faut aller un peu plus loin pour avoir Éric Perrault, que je le retrouve. Bien entendu, je ne vais pas le retrouver. Éric Perrault, il est 66e, voilà, de ce classement de la Coupe du Monde. Antonin Guigona, il y a eu du bon et du moins bon sur l'année. Voilà. Ça a été très irrégulier, je pense, même au niveau de ses sensations. Bon, voilà, il a été réserviste sur les Jeux Olympiques, ce qui, je pense, c'était une déception pour lui.
Mais c'est vrai que sur cette première partie de saison en Coupe du Monde, ça a été compliqué. Il finit plutôt bien, Antonin Guigona. Je pense qu'il faut qu'il se serve de cette fin de saison pour préparer la prochaine. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir été présent sur la Coupe du Monde, je pense que ça a été une déception. Parmi les mauvais résultats, je dirais, cette année dans cette Coupe du Monde de biathlon, Eric Lesser, seulement 16e, mais l'Allemand n'a jamais réussi à trouver la bonne carburation, je dirais. Johannes Beu, en Coupe du Monde, ça n'a pas été la même réussite qu'aux Jeux Olympiques, hein, ça c'est clair net, sans prendre en compte également cette fin de saison où il n'est pas là, hein, vraiment en prenant en compte toute sa saison, c'est avec Johannes Beu. Mais c'est toujours compliqué pour tous les mecs comme ça qui dominent la Coupe du Monde ou qui sont au top du biathlon. On le voit même avec Martin Fourcade. L'année olympique, c'est toujours particulier quand même, c'est toujours atypique. Du côté de Johannes Beu, voilà, ça a été assez difficile pour lui à passer. Lucas Hofer, seulement 18e. Simon Eder, 19e. Là aussi, on sent qu'on est un petit peu sur une fin de carrière. Benjamin Weger, 25e, le Suisse qui prend sa retraite. Martin Poncy-Luoma, 27. Il y a quelques mecs qui ont eu des résultats un petit peu plus compliqués. Et puis on peut noter Christiansen, quand même 4e. Ça s'est bien passé. Tero Seppala, quand même le Finlandais 11e également de cette Coupe du Monde. Smolski, qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Si les Bélarusses ont le droit de participer, si la guerre s'arrête en Ukraine et que les sanctions seraient supprimées, ce qui semble quand même encore loin d'être le cas. Mais oui, ça a été une belle saison de Coupe du Monde, atypique parce qu'il y a les Jeux Olympiques et que c'est toujours particulier avec les Jeux Olympiques. Mais voilà, on s'est quand même bien amusé à regarder cette Coupe du Monde. Du côté des filles, les Françaises, ça a été trop irrégulier pour jouer le classement général. Mais comme toujours avec ces Françaises-là, c'est-à-dire que vous avez des filles qui sont toujours hyper irrégulières, capables du meilleur, le titre olympique de Justine Brezaz, et du pire, le relais, 15 jours, même pas 15 jours après, le relais féminin, avec la réaction derrière d'Anaïs Bescon, qui dit grosso modo, il n'y a pas d'esprit collectif dans cette équipe féminine, et des comportements qui parfois sont énervants. Julia Simon, elle finit fort, mais elle a eu un début d'année assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle gagne les épreuves de pré-Coupe du Monde en Norvège, et puis après, derrière, elle a un début de Coupe du Monde catastrophique. Vous avez à l'inverse Anaïs Chevalier qui démarre plutôt bien, avec Chloé Chevalier également. Du côté d'Anaïs Chevalier, un début de Jeux Olympiques très bon, et puis ensuite derrière, pas loin de la catastrophe, notamment sur le relais mixte sur le relais féminin qu'elle a planté, quand même un petit peu. Et puis on a une Justine Brezaz qui a eu des épreuves de relais sur les skis, compliquées. Par contre, sur la mass start, ça a été fantastique. Anaïs Bescon, qui est presque la plus régulière des Françaises parce qu'elle est 10e du général de la Coupe du Monde. Je crois que dans meilleurs résultats, c'était 6 ou 7, je crois, cette année en Coupe du Monde pour Anaïs Bescon. Donc on voit qu'elle a été très régulière. Mais elle a eu du mal à accéder aux avant-postes. Anaïs Bescon, il lui manquait un petit peu de conditions physiques pour aller chercher les meilleurs. Mais cette équipe de France, qui aurait été surprenante, avec une Chloé Chevalier, quand même 24e, qui s'est retrouvée réserviste aux Jeux Olympiques, qu'on aurait dû, je pense, à un moment faire rentrer à la place d'Anaïs Chevalier. Puis des choix, même de coaching, qui ont pu sembler un petit peu surprenants. Du côté de cette équipe de France féminine, du côté des autres féminines, ça va se jouer entre Reuseland et Elvira Heuberg, sachant que Reuseland a quand même une petite marge de sécurité de 60 points sur Elvira, 62 points même sur Elvira Heuberg. Non, 82 points même. Oui, j'ai dit une bêtise. 72 points, je vais y arriver vraiment, j'ai un petit peu de fatigue. Non, pas 72. Attends, qu'est-ce que je raconte ? Non, 82 points, non, bien 82 points d'avance. Du côté de Reuseland sur Elvira Heuberg qui est quand même la révélation, même si on savait déjà qu'elle était très forte, mais qui a confirmé tout le talent qu'on pensait qu'elle possédait. Devant Anna Heuberg, Alim Bekava et Lisa Teresa Hauser, qui finit un peu difficilement. Lisa Teresa Hauser,
Le mois de février et le mois de mars sont un petit peu compliqués. Dorothée Avireur, ça a été trop irrégulier aussi. Voilà, elle a eu un début de saison compliqué en Coupe du Monde, un petit peu comme Johannes Beu. Et puis ensuite, derrière, elle est montée en pression, notamment avant les Jeux Olympiques, même si elle a des Jeux Olympiques qui peut-être sont quand même inférieurs à ses attentes pour Dorothée Avireur. Et puis on a une Anna Sola 14e, là ici assez régulière. Vanessa Voigt qui progresse 13e, même si du côté de l'Allemagne ça n'a pas été forcément très facile. Tendrevold seulement 17e, Thierry Lekov seulement 15. Là aussi des filles qui sont passées un petit peu à côté de leur Coupe du Monde. Et puis Lotelli, quand même la Belge, 25e du classement général de la Coupe du Monde. On fera un petit bilan du biathlon des dernières épreuves à Oslo la semaine prochaine, normalement, où on clôturera, je pense, piste verte, où ça sera peut-être l'avant-dernier piste verte la semaine prochaine, avec il y aura encore le patinage artistique. Du côté du ski alpin, le gros globe assuré pour Marco Odermatt après la descente de Courchevel qui a eu lieu ce matin. Donc voilà, ça s'est bien passé. Descente de Courchevel remportée par Vincent Krischmeier qui s'est imposé. Le globe de la spécialité en descente remporté par Alexander Kitt de Hamotte pour 13 points d'avance sur Beat Feuz. Ça s'est joué à pas grand chose. C'est un peu j'ai pas une passation de pouvoir, mais presque. Beat Feuz, les 4 derniers titres, les 4 derniers globes de la spécialité. Donc voilà, Kitt 2 qui pourtant s'est fait peur sur la descente de Courchevel qui a été vraiment très difficile. Johan Claret qui a fini, je crois, 17 ou 18e sur cette épreuve et qui est pour le moment 17e du classement général de la Coupe du Monde. Et il est 9e de la descente, le vice-champion olympique. Et puis Alexis Pinturo, donc 10e de classement général. Année compliquée quand même pour Alexis Pinturo. On en a déjà parlé, l'année a été difficile. Alexis Pinturo, un début de saison catastrophique. Puis bon, même après derrière en slalom, ça a été très difficile. En slalom géant, pas non plus hyper irrégulier, donc voilà, il a manqué des gros résultats pour Alexis Pinturo. On peut même dire qu'il a fait des meilleurs super G que des slaloms cette saison. Du côté des autres Français, donc Johan Claret 17e, et puis après il faut descendre un petit peu loin, Clément Noël 29, mais qui a été 8e de la Coupe du Monde de slalom et champion olympique de slalom, donc on peut dire qu'il a réussi sa saison. Vous aviez également Mathieu Fèvre qui finit 43e de ce classement général de la Coupe du Monde, 12e du côté du slalom géant. Et puis Mathieu Bellet 13e du côté du slalom géant également. Le français qui fera également le super G. Je me gourre peut-être, c'est le super G ça ? Non, SG, non. Non, G bon. Oui, non, c'est le super G, pardon. C'est le super G, je disais une bêtise avec Mathieu Baillet. Oui, c'est inversé au niveau de mon classement. Un classement FIS se fait pas dans l'ordre. C'est un petit peu surprenant. Christopherson qui est en tête de la Coupe du Monde de slalom, mais il va y avoir encore un gros duel en super G aussi. L'écart c'est fait pour le classement du super G pour Kitt de Hamotte qui devrait remporter les 2 globes. Donc voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. Du côté des filles, hop, je regarde les filles, bim. Michaela Schifrin, donc, qui est en tête du match pour le gros globe grâce à sa belle perf sur la descente. Petra Vlova 2e, mais maintenant il y a quand même un écart de 150 points quasiment entre les deux concurrentes. Brignonnet 3e de ce général. Goggia qui remporte le classement de la descente également. Belle performance de Goggia qui n'a pas eu une année forcément facile avec une blessure du côté, je crois, m'a rappelé de Wengen. Giesing 5e, mais qui n'a pas forcément eu un très bon résultat sur toute cette Coupe du Monde. Sarah Hector qui a revécu grâce au slalom géant avec le globe. Pour l'instant, elle est en tête de ce classement. On verra ce week-end si elle reste devant. Surtout Tessa Worley. Je rappelle qu'il y a seulement 5 points d'écart entre les deux. Et puis la Ragout, également saison un petit peu compliquée pour la Ragout, 10e du classement général. On l'attendait un petit peu plus haut, mais il y a eu également de la blessure pour la concurrente suisse.
On passe après le ski alpin au saut à ski. Du côté des garçons, c'est toujours Kobayashi qui est en tête. Il reste encore 7 épreuves. Hein. C'est une discipline où on a encore pas mal de boulot. Après, là, on a le classement après la manche de Oslo. Il a une cinquantaine de points d'avance sur Karl Geiger. Donc c'est encore très 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 serré entre les deux. La première place va jouer entre les deux. Et puis il y aura également une petite bagarre pour le podium entre Granerud et Lidvik, même s'il y a 105 points d'avance pour Granerud sur Lidvik, mais il y aura encore un beau duel entre les deux. On rappelle que Kobayashi qui a remporté la tournée des 4 tremplins, mais avec un Karl Geiger peut-être un peu plus performant cette fin de saison. Marcus Bischler 5e, un peu trop irrégulier cette année, Son Bischler. Stefan Kraft 6. Sene Prevec 9, Robert Johnson 10, Daniel Huber 11e, et puis je rappelle qu'il n'y a pas de Français dans ce classement. Les Français qui n'ont pas réussi à marquer des points dans ces épreuves. Du côté des filles, là ça a été quand même beaucoup mieux pour les Français, avec notamment Joséphine Panier, qui est pour le moment 11e de cette Coupe du Monde, de ce classement de la Coupe du Monde. Il reste encore 2 épreuves pour les filles, vu qu'elles viennent de réaliser une compétition du côté de Oberstdorf. Ça a été un peu plus compliqué pour Julia Claire, qui est 29e du classement de la Coupe du Monde. Son objectif, c'est de rester dans les temps de premier. Et ça sera quand même pas évident. Puis du côté des filles, Marita Kramer devant, avec quand même une petite marge d'avance sur Nika Krishna et Ursa Bogataj, même s'il y aura une belle bagarre entre Krishna et Bogataj pour le podium, pour savoir laquelle des deux sera deuxième et première. Emma Klinec 7e notamment, Siegfriedsberger l'Autrichienne 10e, Lisa Heider 9e, Opset 6e, là aussi ça a été un petit peu une déception Opset cette année en saut à ski un peu trop irrégulière. On passe du côté du ski de fond, là c'est terminé pour le ski de fond, vu que la compétition de ski de fond cette année en Coupe du Monde a été quand même vraiment raccourcie, notamment à cause de l'invasion russe en Ukraine. Je rappelle que les finales devaient se dérouler en Russie, ça a été annulé. On a eu également 2 annulations en janvier de compétition à cause de la Covid, donc l'année a été quand même un peu écourtée. On peut donc noter une première pour le ski de fond français avec le titre en sprint, le globe en sprint pour Richard Jouve, avec cette première place devant Johannes Klebe. Pourtant Klebe qui a été largement en tête pendant toute la saison, mais voilà, il a un peu souffert sur la fin de cette année de Coupe du Monde. Il finit 2e à 6 points de Richard Jouve dans cette épreuve. 3e, hop, voilà, on va prendre le classement. Non, ça ne veut pas me le mettre dans l'ordre. Ça ne voudra pas me le mettre dans le bon ordre, si, voilà. Du côté du sprint, donc Klebe, Lucas Chanava 3e avec 471 points devant Federico Pellegrino. Terrantev est 6e, le russe. Mais je rappelle que les Russes ont été, ne peuvent plus participer aux Coupes du Monde suite à l'invasion en Ukraine. Et puis Renaud G, quand même 23e également de ces épreuves de sprint. Du côté du classement général, donc Richard Jouve est 4e, derrière Livon Niskanen qui est en tête du classement de la distance avec maintenant 80 points d'avance sur Klebe. Donc Klebe qui va peut-être que prendre le classement général de la Coupe du Monde, mais sans réussir à prendre le classement de la distance, qui serait quand même, je pense, un petit peu une déception pour lui. Il y aura quand même, il a quand même, oui, en plus c'est le cas vu que ça s'est terminé. Donc voilà, Niskanen qui a remporté le classement de la distance, Klebe le classement du général complet, Bolchunov 2e au général devant Niskanen qui complète le podium. Donc Chanava 10e du classement général et Hugo Lapalu 27e et 22e du côté du classement général en distance, 23e en distance pour Clément Paris qui est 33e au général de cette Coupe du Monde de ski de fond. On passe du côté des filles en ski de fond. Ça va s'afficher, hop là sur mon petit écran. Neprayeva qui s'impose au général devant Jessie Diggins, Eba Anderson et Krista Parmakowski. Thérèse Joog s'impose au classement général de la distance avec 700
35 points. Théa Johaug qui prend sa retraite également. Voilà, une grande dame de cette discipline du ski de fond, même s'il y a eu quand même des petits soucis avec le dopage à une époque pour Théa Johaug. En distance, donc, elle s'impose devant Frida Karlsson, Parmakowski, Ebba Andersen et Heidi Weng. Et du côté du sprint, le titre pour Maja Dahlqvist avec des Suédoises qui ont quand même été au-dessus du lot cette année en sprint. Devant Lampic, Sundling, Deggins, Friedrich, Akström, en sachant que Lampic et Friedrich sont bien classés parce qu'elles ont été présentes sur toutes les Coupes du Monde très régulières, que ce soit la Slovaque, je crois Lampic, j'ai toujours un doute entre les deux pays. Je vais vérifier parce que ça m'énerve. Ça va pas me le... Slovène. Voilà. Bien entendu, j'ai jamais le bon drapeau. Hein. Ça, c'est ma spécialité entre Slovaque et Slovène. Et Friedrich également, qui n'a pas forcément réalisé de performances, mais qui a été présent sur toutes les épreuves du côté du sprint. On passe désormais au classement du combiné nordique. Le combiné nordique, là également, ça c'est fini. Le 13 mars dernier. Et donc, c'est Magnus Rieber qui s'impose au général devant Johannes Lamparter. Les deux ont été très très proches pendant toute la saison. Vincent Geiger, 3e, devant Jürgen Grabach. Rieber qui sauve quand même sa saison malgré des jeux olympiques qui ont été catastrophiques. Eric Frenzel 7e devant Terence Weber. On sent quand même une sorte de passation de pouvoir du côté de l'Allemagne entre Frenzel qui semble quand même plus proche de la fin de carrière que du début et Terence Weber. Et puis Christian Ilves 5e. Dommage qu'il soit assez moyen sur les épreuves de ski de fond. Les Japonais un petit peu plus en difficulté, hein. Tito Watabe seulement 11e, il s'était vraiment concentré sur les Jeux Olympiques. Johannes Ridzek seulement 13e également. Là aussi, déception du côté de l'Allemand sur ces épreuves. Le premier Français, c'est Laurent Mullenthaler, 23e. La fin de saison était un petit peu compliquée du côté des Français. Antoine Gérard, 37e. Matteo Beau, 42e du général. Et Gaël Blondeau, 53e avec 3 points dans ce classement général de la Coupe du Monde de ski de combiné nordique du côté, on peut regarder du côté des filles, hein. C'est Wittvold qui s'impose au général devant Ida-Marie Hagen, grosse surprise de Norvégienne devant, puis Volazek, Nakamura et Sif. La première française c'est Lena Brocard qui est 13e du classement général de la Coupe du Monde, qui je crois était même la seule française présente dans ce classement général de la Coupe du Monde de combiné nordique. On continue avec le ski cross du côté du ski cross masculin. Il reste encore une épreuve à disputer. Ryan Reguez est en tête avec quand même maintenant une marge d'une 40aine de points sur Chik Navorian, voilà, je vais y arriver du premier coup. Et Bastien Midol, les deux Français hein, qui étaient quand même très performants en début janvier-décembre et puis qui se sont effondrés, notamment après les Jeux Olympiques, qui n'ont pas été vraiment une réussite pour l'équipe de France en ski cross. Moberg, le Suédois, est 4e devant Christian Takat, l'Autrichien. De 3e Français, François Place, qui est 12e. Et le 4e Français, c'est Jean-Fred Chapuis, 25e. Là aussi, hein, du côté de Jonathan Midol, également 27e. Quand on voit Jean-Frédéric Chapuis et Jonathan Midol, on peut se dire, surtout du côté de Jean-Frédéric Chapuis, est-ce qu'on n'est quand même pas arrivé à la fin d'une histoire, à la fin d'une carrière, lui qui a été vraiment la locomotive pendant très longtemps du ski cross français. Du côté des filles, Naïs Lund, championne, là aussi, qui est en tête du classement de cette Coupe du Monde devant Fanny Smith. Normalement, elle a quand même une petite marche sur Fanny Smith. On est toujours sur une sorte d'imbroglio avec Fanny Smith au niveau de sa médaille aux Jeux Olympiques. Ça a été déclaré qu'elle avait été, que sa pénalité n'était pas justifiée. Donc on va voir ce qui va se passer du côté de Fanny Smith au niveau de sa médaille de bronze. Enfin, d'une potentielle médaille de bronze pour la Suissesse. Marielle Thompson, 3e. Brittany Phelan, 4e. La première française, c'est Jade Grillet-Aubert qui est 5e. Là aussi, hein, on essaye de retrouver une nouvelle génération chez les filles en ski cross. Ça a été compliqué notamment pour Alizé Baron, 12e. Jole Galli, l'italienne, est 13e. Et Marielle Berger-Sabatel, 14e. Marielle Berger, le problème c'est qu'elle est bonne en ski, mais c'est pas que. Enfin, elle est bonne en ski alpin, mais elle se retrouve sur le ski cross. Voilà, elle a du mal un petit peu quand il y a la bagarre
Et on sent qu'on est arrivé également sur peut-être la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau cycle du côté du ski cross et qu'il va y avoir du travail à faire parce que c'est vrai que ce soit en border cross ou en ski cross, on peut pas dire que les résultats du côté de l'équipe de France olympique aient été exceptionnels. Si on enlève la médaille de Chloé Trespeuch, ça a été quand même un petit peu compliqué. Du côté du snowboard cross, Martin Nörl, l'Allemand, est en tête à une manche de la fin devant Amerle et Jacob Doucek. Le premier français, c'est Merlin Surgé qui est 7e de ce classement général. Lohan Bozolo 19 et Quentin Sodogas 22e. Léo Lebléjac est 27e du côté des Français et Nick Baumgartner, l'Américain, est 11e. Glenn de Blois, le Néerlandais, est 8e. Elliot Grondin, le Canadien, est 5e du côté des grands personnages de cette Coupe du Monde. Et chez les filles, eh bien, le match sera entre Charlotte Banks et Charlotte Banks un peu tout seul parce qu'elle a déjà assez de marge sur Michaela Moyoli. Il y aura quand même une belle bagarre pour savoir qui sera deuxième entre Moyoli et Chloé Trespeuch, la française. Et puis deuxième française dans ce classement, c'est Manon Petit-Lenoir, 13e. Et Alexia Kierel est 16e de cette Coupe du Monde de ski cross. Et puis je termine juste avec le snowboard parallèle. Chez les garçons, Sango Lee en tête de cette Coupe du Monde à 2 manches de la fin, devant Stéphane Boymeister, mais il y a moins de 50 points entre les deux. On a ensuite Dimitri Loginov, 3e, devant Benjamin Karl, l'Autrichien, 4e. Et il n'y a pas de Français dans ce classement. Pourtant, on a été très présent à une époque en snowboard parallèle. Et chez les filles, c'est Daniela Hülbing qui est en tête devant Julie Zog et Hofmeister, l'Allemande, qui est 3e de ce classement général de Coupe du Monde. On finit rapidement parce que là, je suis à 20 minutes de vidéo, 30 minutes de vidéo quasiment avec les championnats du monde de patinage de vitesse qui avaient lieu le 5 et le 6 mars, donc il y a une dizaine de jours. Du côté des résultats, hop, j'aurais dû afficher ça, tout ça comme ça aurait été plus facile. Parce que là, si j'ai pas d'internet, ça va être compliqué. Du côté des résultats, eh bien, Takagi s'impose en 500 mètres devant Ayano Sato, les deux japonaises en tête, en sachant que les néerlandaises est un petit peu fatiguées avec Irene Schruten. Seulement 7e et Antoinette de Jong 5e. C'est Morozova qui fait 3e du côté du 500 mètres chez les filles. Chez les garçons, on va voir également ce qui s'est passé. Chez les garçons, victoire de Morozov, le Kazakh, devant Tsuchiya et Konchang. Patrick Roos, seulement 4e, mais il a fait des beaux Jeux Olympiques également, Patrick Roos, donc un petit peu de fatigue. Bart Swing, 11e, le Belge, dans cette catégorie. En 3000 mètres pour les filles, et bien là, domination d'Irene Schruten, qui a battu le record des championnats du monde avec un 3,58,00 devant Antoinette de Jong et Ragne Wiklund. Je rappelle que ces championnats du monde qui avaient lieu à Hamar en Norvège, donc avec des très bonnes conditions de glace. Et du côté du 5000 mètres, eh bien Niels van der Poel s'est imposé, c'est pas vraiment une surprise. En 6,12,45, c'est presque un mauvais chrono pour Niels van der Poel parce que c'est quand même 11 secondes plus lent que son titre olympique du côté de Pékin. Il s'impose devant Patrick Roust et Davide Giotto, l'Italien. Bart Swing, 6e de cette épreuve. Il y avait également le team sprint dans ces compétitions. Hop, le 1500 mètres aussi, on va tout afficher. Ça va aller plus vite. Et le 10 000. Hop, il n'y avait pas toutes les épreuves qui étaient prévues dans ces championnats du monde. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait deux épreuves sur 500 mètres et 1000 mètres, alors qu'on aurait peut-être pu mettre des épreuves de d'autres disciplines. Les Pays-Bas se sont imposés chez les filles devant la Pologne et la Norvège. Les Pays-Bas dans l'épreuve sprint, donc qui n'est pas la poursuite qu'on a eue aux Jeux Olympiques. Chez les garçons, c'est la Norvège qui s'est imposée devant la Pologne et les Pays-Bas. Et du côté des dernières épreuves individuelles, il y avait le 1500 mètres féminin. Victoire également de Takagi devant Ragne Wiklund et Antoinette de Jong qui finit 3e devant Konjin et Schruten. Konjin qui a même fait son personal best lors de cette épreuve, c'est toujours bien en fin de saison. Et Claudia Pernstein qui finit 15e à plus de 50 ans.
Donc là aussi, sacrée performance. Chez les garçons, titre pour Bart Swings devant Patrick Roos et Emery Lehman. Bart Swings qui finit fort quand même cette saison, le Belge, après son titre aux Jeux Olympiques sur la mass start. Et puis du côté du 5000 mètres, Sablikova qui s'impose devant Irene Schruten et Ragne Wiklund. Là encore, Miho Takagi finit 4e. On a un petit peu eu tout le temps les mêmes noms sur ces championnats du monde. Et du côté du 10 000 mètres, Nils van der Poel qui bat le record des championnats du monde qui était détenu par Sven Kramer devant Bart Swings et Davide Giotto. Mais il y avait un monde entre lui et Bart Swings, 27 secondes sur 12 minutes d'épreuve. C'est quand même une sacrée performance de la part du Suédois cette année qui a dominé. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour un dernier ou un avant-dernier piste verte la semaine prochaine, normalement. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis ciao ciao pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production.